Là, je vais partager mon écran. Parfait. Faut juste que je garde mon œil ici sur le volet pour voir ce qui demande à accéder. Parfait. Donc, si on fait un petit rappel de ce qu'on a regardé rapidement la semaine passée, il faut dire que mon objectif, c'était vraiment de faire, comme on l'avait vu au départ, c'était de faire genre vraiment le rappel des fondamentaux. Donc, passer par tout ce qui était un peu l'historique vite fait, que je voulais comme montrer. L'idée que j'avais au fait au niveau de l'historique, comme je l'avais dit la semaine passée, c'était vraiment de dire aux gens, soyez alertes parce que ça bouge beaucoup, ça change beaucoup. Donc, c'est pas un logiciel qui est si récent que ça, mais il y a beaucoup de mises à jour qui sont faites et comment aller chercher les mises à jour et comment se développer. C'était un peu ça l'idée que je voulais apporter dans cette partie-là. Et puis la partie navigation, c'était que, bon, il y avait quelques éléments comme les modèles Excel, comme comment utiliser la recopie incrémentielle, comment faire du formatage, etc. C'était des petites choses, comment dupliquer, copier. C'était des petites choses que je voulais comme montrer, des astuces. Quoi, je disais trucs et astuces. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on va essayer de couvrir, c'est vraiment la partie d'exploration de données où je vais le rendre un peu plus interactif parce que la dernière fois, bon, c'était beaucoup de notions que je voulais présenter, mais j'aimerais quand même que ça soit interactif. Donc, il y a le fichier étape 2 qui est dans le Google Drive que vous avez accès, donc, auquel vous avez accès, donc il peut vraiment nous aider dans cette partie-là. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, donc c'est ça, le sommaire, je vais le montrer. On va commencer un peu avec un petit, c'est quelque chose que on a l'habitude tous d'utiliser, qu'on appelle tab, qui sont en fait des listes. Donc, si vous voyez mon écran, en fait, ça, en fait, généralement, on l'appelle tab, on l'appelle tableau, des fois aussi qu'on l'utilise. Ce que je veux montrer dans cette partie, c'est un petit rappel sur tout ce qui est tri et puis une petite notion qu'on a vue la dernière fois avec, je pense, à la fin. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder les vidéos tous, mais qui étaient les tri, le filtre avancé. La notion de tri, au fait, c'est quoi? Le tri, c'est vraiment organiser les données, pouvoir trier. Donc, ça veut dire qu'on va se permettre euh, de pouvoir classer les choses. C'est des choses dont vous avez, comme vous avez l'habitude, c'est de pouvoir classer par ordre. Et le filtre, c'est vraiment faire sortir un élément qu'on cherche en particulier. Après, la mise en forme conditionnelle, c'est on va chercher à pouvoir récupérer des informations de la liste afin de pouvoir détecter des problèmes ou identifier des choses. Peut-être on veut voir ceux qui sont nés en 58, on veut voir les montants qui sont inférieurs. Donc, on va utiliser, on va beaucoup naviguer à travers la liste. Donc, je l'appelle liste parce qu'après, on va voir ce que on appelle vraiment table. Donc, pour ce faire, je pense que je vais peut-être donner la meilleure dans le tableau, c'est qu'on veut faire un tri par dossard. Donc, tri par dossard, c'est assez simple, c'est de pouvoir, mais l'exercice, vraiment, la partie que je veux qu'on fasse, c'est vraiment ici. Filtrer par dossard. Donc, trier par dossard, en fait, ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va, euh, on va juste prendre ici, et puis on va dire je trie par plus grand, je trie par plus petit, ou je trie s'il y a des couleurs dans la table. Donc, supposons qu'il y avait des couleurs, on peut trier. Donc, trier, l'objectif, c'est vraiment de voir du plus petit au plus grand. Alors que filtrer, c'est juste d'aller choisir une valeur, comme ici. On va faire égal, on va faire différent, supérieur, etc. Donc, il y a plusieurs manières de filtrer. Donc, là, souvent, la plupart des temps, ce qu'on fait, c'est qu'on va sélectionner une valeur bien précise
Et puis, on va dire, bon, on veut le numéro 25 ou bien on veut le numéro 25 et le numéro 127. Donc, on va les sélectionner et puis on va les afficher. Donc, ça, c'est le filtre de manière naturelle comme on sait le faire. Ce que j'ai montré la dernière fois, c'était que des fois, en fait, supposons que ici, dans cette liste-là, on veut afficher ce qu'on a vu, c'était le filtre avancé que je vais introduire, la notion de filtre avancé. On veut filtrer, par exemple, si je prends le deuxième filtre, on veut les noms qui commencent par A et le prénom par E avec la date supérieure à 70 et de sexe féminin. Donc, ici, ce qu'on veut, c'est qu'on veut aller chercher plusieurs éléments. On veut ceux dont les noms ici commencent par A. Donc, on peut faire un filtre textuel. On va dire commence par A. On va aller chercher ceux dont les prénoms commencent par E. On va aller chercher ceux dont la date. Donc, on peut faire les filtres. Faisons-le. Donc, on va aller ici dans filtre textuel. On va faire commencer par A, tout simplement. On veut maintenant prénom qui commence par E. Donc, prénom commence par E. Est-ce que dans l'exemple, j'en ai pas. Attends, je vais juste en fabriquer un ici rapidement. Eline. Donc, on va au fait aussi faire ici commence par E. Donc, ça, c'est des choses que vous savez déjà faire. Et puis après, on veut la date supérieure à 70, etc. Donc, ça, c'est des choses que vous savez faire. Mais il y a une fonction que j'ai montrée la dernière fois à Vincent et puis à Raphaël qui est assez intéressant, où on peut aller faire du filtre avancé. Donc, le filtre avancé, ça consiste à quoi? Ça consiste à aller récupérer ici l'entête donc du tableau. On va récupérer l'entête du tableau qu'on va mettre à côté ou dans une autre feuille comme vous voulez. Ça n'a pas vraiment d'importance. C'est d'avoir l'entête du tableau et puis ici, de choisir ce par quoi on veut filtrer. Ce que ça permet de faire, ça permet de pouvoir faire des filtres multiples. C'est-à-dire que supposons que ici, on voulait avoir Abdelena, qui est un monsieur. On veut voir Abdella et on veut voir toutes les femmes, c'est-à-dire Abdella et toutes les femmes. Une fois que vous avez filtré ici Abdella, vous n'êtes plus capable ici d'aller chercher toutes les femmes. Parce que étant donné que Abdella est déjà un monsieur, donc il va filtrer par défaut cette colonne et vous ne pouvez pas voir les femmes. Donc, vous allez faire comme si je copie Abdella et puis après, je défiltre, je viens chercher toutes les femmes et j'ajoute donc la liste de ces 14 femmes au truc. Alors que le filtre avancé va vous permettre de pouvoir faire le filtre, filtrer plusieurs données combinées à la fois. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? C'est qu'une fois vous avez ici cette section, c'est la section qui permet de faire le filtre. Et vous allez ici mettre, par exemple, le nom de Abdella dans le nom. Donc, le filtre que vous voulez faire, vous le mettez dans cette section-là, sous la colonne correspondante. Vous allez le mettre. Et puis, ce que vous allez faire, vous allez donc sélectionner votre partie. Vous allez ici dans Données. Vous avez Filtre avancé. Donc, si vous vous rappelez la dernière fois dans la vidéo. Et vous allez aller chercher ici. Donc, je vais d'abord montrer les différents champs. Donc, on veut filtrer sur place. Donc, ça veut dire qu'on veut filtrer sur cette table-là. Sinon, on peut copier vers un autre emplacement. Donc, il va nous donner l'option d'aller le copier dans une autre feuille. Mais ici, nous, on veut filtrer sur place pour pouvoir voir le résultat du filtre directement live. Et puis, vous avez cette option aussi qui vous permet d'extraire les doublons. C'est-à-dire que si Abelaneda, je l'ai 2 fois, je veux juste l'avoir une fois. Donc, vous pouvez cliquer comme pas cliquer en fonction du besoin que vous avez. OK? Donc, ici, on va aller chercher ici dans la zone de critères. C'est cette zone-là que vous venez de créer. Cette zone de critères-là, vous allez cliquer sur ici. Vous allez sélectionner toute la zone, l'entête et puis le critère.
Et puis, une fois que vous faites ça, vous allez faire OK. Vous allez voir, ça s'est filtré automatiquement. Donc, ça veut dire que ici, vous avez la possibilité de faire sortir juste Abdelena. Maintenant, si on veut montrer aussi les femmes, ce qu'on va faire, c'est que chaque ligne, ça correspond à une condition et. C'est-à-dire que si je mets ici Abdenela et je mets sexe féminin, vous allez voir, ça va me donner 0. Parce que je n'ai pas quelqu'un dans la liste qui s'appelle Abdelena et qui est de sexe féminin. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller le mettre dans une autre ligne. Donc, ici, dans la seconde ligne, on va mettre la condition F. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je veux la personne qui s'appelle Abdenela et je veux aussi des gens qui sont du sexe féminin ici dans mon flux. Donc, qu'est-ce que ça permet de faire? Il faut juste faire attention de pouvoir prendre ça, de pouvoir prendre le même format. Donc ici, on va retourner dans notre filtre avancé. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce que il n'y a pas... Donc là, on va aller sélectionner les 3 lignes pour pouvoir récupérer la deuxième condition. Donc si on fait ça, on va avoir quoi? On va avoir le coureur qui s'appelle Abelaneda et on va avoir toutes les personnes de sexe féminin. Donc, on fait ça, vous voyez. Donc, ça vous permet ici d'avoir Abdella. Vous allez voir, c'est lui seul, le seul garçon. Et puis après, on a les 14 filles, les 14 femmes coureuses qui sont dans le lot. Maintenant, supposons que les femmes, on veut les femmes de la catégorie V1. Donc, si on veut les femmes de la catégorie V1, ce qu'on va faire, c'est qu'en plus de mettre femme ici, on va ici mettre V1. OK? Donc, je pense que vous avez un peu compris la notion. Donc, ici, donc ça va faire quoi? Ça va prendre Abelinda, ça va prendre toutes les femmes, mais ça va prendre les femmes qui sont femmes et de la catégorie V1. Donc, si on veut retourner, on sélectionne d'abord. Si on veut retourner donc, dans notre logique, donc ici, c'est la plage. Ici, on s'assure de prendre vraiment les lignes avec toutes les conditions. On a les conditions. Donc, on fait tac, vous voyez. Donc, on a Abelaneda, excusez-moi pour le nom. Et puis, on a les femmes de la catégorie V1. Maintenant, supposons que en plus de la femme catégorie V1, on veut prendre... On va prendre une femme de la catégorie V1 qui... On veut aussi les femmes de la catégorie V3. Ou bien on veut tout le monde de la catégorie V3. Donc, on va ici mettre V3. Donc, au fur et à mesure que vous voulez mettre des conditions, vous ajoutez les lignes. OK? Vous ajoutez les lignes. Donc, on veut tout le monde de la catégorie V3. Donc, ici, on va aller, on va chercher ça. Tac. Voilà. Donc, on a ici la catégorie V3. On a 2 hommes de la catégorie V3. Une femme, 2 femmes aussi de la catégorie V3, ils sont ajoutés. Et puis, on a les femmes V1, femmes V1, femmes V1 qui apparaissent ici. Donc, le filtre avancé, au fait, c'est ce que ça permet de faire. Et maintenant, si on avait comme des doublons, on pourrait cliquer sur le petit bouton de doublon pour dire, moi, je veux faire une extraction sans doublon. On n'aurait pas de doublon dans cette liste-là. Donc, ça, c'est quelque chose que ça, des fois, on a envie de faire des filtres sur plusieurs champs ou bien avec plusieurs critères et on a du mal. Maintenant, supposons que tantôt on avait les gens dont le nom commence par la lettre A. Donc, on veut maintenant Ablena. Donc, au lieu de Ablena, on va le garder. On veut les femmes. On va enlever les femmes, comme ça va être plus simple. On va juste mettre tous ceux dont le nom commence par A. Donc là, pour ce faire, voilà ce qu'on fait. On met l'astérisque. L'astérisque, généralement, dans pas mal de langages, en fait, ce que ça permet de faire, ça permet de dire j'ai une lettre et puis j'ai tout ce qui vient après.
Donc, en fait, ça veut dire que ça commence par A et puis on prend tout ce qui vient après. Donc, on va faire la même chose. Filtre avancé. On va chercher. Donc, c'est sûr que Abelina va faire partie du lot. Donc, ici, on a tous ceux qui commencent par le nom commence par la lettre A. Et en plus de cela, on veut ceux dont le prénom commence par la lettre C. Donc, le nom commence par la lettre A et le prénom commence par la lettre C. Donc, on fait ça. Pareil. Donc, voilà. Ablena, Christophe, Claude et Cyril. Donc, on peut faire aussi avec les chiffres. Donc, supposons qu'on veut les personnes qui sont nées en 1974. Donc, on fait ça. On va aller chercher pareil. Ou les personnes dont l'année est inférieure, disons, inférieure à 1974. Ça va aussi fonctionner. On va aller chercher la même chose. Donc, il y a plusieurs manières de pouvoir faire donc, le filtre avancé. Voilà. Donc, on voit tous ceux qui, dans l'année, en plus, on a ajouté tous ceux dont l'année est inférieure à 1974. Si on veut juste, donc, c'est égal à 1974, il faut juste mettre 1974. Donc, ça, c'est quelque chose que je voulais montrer. En plus des filtres et des tris, c'est normal, donc on est habitué de pouvoir trier, de pouvoir filtrer, donc contextuellement, on peut faire commencer par A et commencer par B ou, etc. Je pense que le filtre avancé, pourquoi est-ce qu'il est là? C'est parce que ça permet de pouvoir faire plusieurs choses qu'on n'est pas capable de faire juste avec les filtres simples ou les tris simples. Je pense que vous êtes aussi habitué avec tout ce qui est tri. Lorsqu'on veut faire des tris multiples, donc à niveau, donc ici, on va faire un cas très rapidement. On va trier ici. Donc là, je suis en train de trier. Donc, c'est les filtres. Là, je suis en train de trier. Donc, je vais trier d'abord par numéro de dossard, du plus petit au plus grand. Donc, vous allez voir, le dossard commence par 125 et automatiquement, il me fait un classement dossard et nom. Mais je peux aller ajouter encore d'autres niveaux. Donc, ici, j'ajoute un autre niveau. Je veux trier par dossard et par année de naissance ou bien, disons, par nom. Il le fait déjà, mais vous allez voir ce que ça va donner de A à Z. Donc, ça veut dire qu'il y a un premier tri qui est fait par le dossard et un deuxième tri qui est fait par nom. Maintenant, supposons que ce que je veux faire, c'est vraiment de pouvoir modifier. Donc, ici, je veux trier d'abord par nom. Donc, j'ai cliqué ici sur la petite flèche pour pouvoir passer le nom en premier. Je trie d'abord par nom. Donc, A, B, C, D, nanana. Et puis après, je trie par le dossard. Donc, vous voyez ici. Donc, ici, on fait un tri. Un exemple qui peut être simple, c'est ici. Donc, ils ont les mêmes noms, le même nom de famille. Et on trie par nom. Et puis après, ce qu'on fait, on trie par dossard. Le plus petit au plus grand dossard ici. Donc, si vous voyez ici, indirectement, vous allez voir qu'il ne trie pas dossard, mais ce n'est pas par prénom. Donc, on peut lui imposer aussi de commencer par, ici, il va commencer par Cyril. Donc, Cyril, donc on va aller dans les tris à plusieurs niveaux. Donc, on peut trier par plusieurs colonnes, du plus grand au plus petit, plus grand au plus petit, qui est super intéressant aussi au niveau des tris. Donc, c'était cette notion-là que je voulais montrer, la possibilité de pouvoir faire un tri par plusieurs niveaux et surtout cette fonctionnalité-là qui est le filtre avancé, qui est quelque chose de super intéressant que on va voir dans l'exercice qu'on aura à faire ensemble. Alors, maintenant, quelque chose que je voulais vraiment montrer, je pense que vous, la plupart, vous avez déjà une très belle notion de cela, mais c'était plus pour les élèves que je voulais
les étudiants, je dis encore élèves, c'était vraiment pour les étudiants que je voulais montrer cette notion-là. C'était euh, au niveau des listes, la possibilité de pouvoir faire des liens avec des champs ou d'autres feuilles. Donc, c'est juste qu'on peut aller chercher donc, la valeur dans d'autres feuilles. Donc, ici, Bézier, premier trimestre, on peut aller le chercher ici automatiquement. Et puis, après, c'est notre somme se met. Donc, au fait, c'était ce que je voulais leur montrer, là, qu'on est capable, peu importe la feuille, peu importe où se trouve notre feuille, si notre feuille se trouve, notre total se trouve ici, on est capable d'aller chercher euh, l'information sur une autre feuille. Donc, automatiquement, ça fait lier la feuille, c'est égal à la feuille liée, donc cette feuille-là. On veut chercher la valeur dans la colonne E2, donc dans la cellule E2. Donc, on est sur une autre feuille, mais on est capable d'aller faire des références sur d'autres feuilles. Donc, ici, on peut aller faire, sans forcément rentrer en détail des formules, là, on peut aller ici chercher des éléments sur d'autres feuilles. Donc, la possibilité de pouvoir lier des feuilles que je voulais leur montrer. Donc, je pense que la plupart, vous avez une bonne idée de cela, hein, Vincent et puis Aélé. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui est nouveau pour vous, cette possibilité-là. Vous êtes avec moi? Oui, exactement. OK. Moi, non, je ne sais pas trop, mais Non? pour lier des feuilles, non. Ben, en fait, c'est pas vraiment de lier la feuille, mais c'est que tu peux aller, supposons que, par exemple, tu as des informations qui sont sur des feuilles différentes, OK? Que, par Mm. exemple, tu vois ici, tu as Il y a Marin qui l'information vient du de nous premier. rejoindre. Oui, 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 je l'ai vu, je l'ai acheté. Salut Marin, ça va? Ça va, bonsoir. Ça va bien, super. Donc, en fait, à Aélé, au fait, ce qu'on veut faire, et puis je pense que Marin peut-être il s'y connaît aussi un peu, mais si vous ne connaissez pas, vous pouvez poser des questions. Arrêtez-moi si il y a quelque chose que j'explique. Si je vais vite, excusez-moi, si je vais vite par rapport à certains éléments et que vous n'avez pas bien compris, vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter. Moi, je prends pour acquis que quand vous ne posez pas de questions, c'est que c'est bon. Donc, euh, au fait, ce que je disais à Ellie, c'est quoi? C'est que ici, par exemple, tu as une feuille qui est ici, la feuille 6. On peut la renommer comme étant le total ou l'année. Donc, tu veux ici faire un total annuel ici. Et tu as en fait des éléments sur d'autres feuilles. Donc, on peut même mettre, euh, on peut ici aller même mettre, et là. Donc, tu as, par exemple, des données. Supposons que tu as des données sur cette feuille-là et tu as des données sur, bon, disons sur cette feuille-là, la feuille 2. Ce que tu veux récupérer les données trimestrielles du premier trimestre, du deuxième trimestre, du troisième trimestre et du quatrième trimestre. Donc, la première des choses, c'est de pouvoir faire déjà la somme des 3 mois qui constituent le trimestre qu'on est là. Donc, ici, on va faire un copier, comme je l'ai montré. On va faire ici copier la formule. Il va faire le total. On va faire ici copier la formule, le total, copier la formule. Donc, il fait le total. OK? Donc, on a le total. Copier la formule, on l'avait vu la dernière fois, c'est qu'il va appliquer la même formule aux données qui sont ici. Si tu cliques là, tu vas voir que c'est la même formule qu'il applique parce qu'on veut faire la somme. Donc, en fait, ici, maintenant, dans ta feuille annuelle, ce que tu veux récupérer juste les données de Béziers, de Montpellier, juste du trimestre. Donc, tu as juste besoin de cette colonne-là. Donc, tu es sur une autre feuille et tu veux récupérer les données. C'est très simple, en fait. C'est juste d'aller faire une référence à cette donnée-là. Donc, tu vas faire une référence. Donc, tu cliques sur égal ici, comme si tu allais faire une formule. Et tu vas aller chercher ta donnée dans une autre feuille. Donc, dans la feuille, tu vas chercher ici l'information que tu veux et tu l'as. Donc, maintenant, si tu
D'accord. tire ton information, automatiquement, il va récupérer les données du trimestre. Ok. C'est bon? Donc, ici aussi, Ok. pareil, Oui, c'est pour bon. aller chercher le trimestre 2, tu vas faire la même chose. Donc, tu vas aller chercher, donc sur la feuille, tu vas aller chercher celle-là, le trimestre 3. On va aller chercher le trimestre 3 aussi, celle-là. On va aller chercher le trimestre 4. Donc, je cherche, parce que je cherche les trimestres ici. Tac. Et puis après, on peut sélectionner et puis tirer. Il va automatiquement aller chercher les informations, les autres informations des autres, donc 155. Donc, on a bien ici 155. Donc, en fait, on peut faire cette opération-là de pouvoir aller chercher des informations dans d'autres feuilles. Et puis là, supposons que moi, je veux envoyer juste les données annuelles à mon boss. Je peux juste venir ici, copier ici en nombre, copier ici le format. Et puis, je fais, comme on l'avait vu la dernière fois, je fais une copie, je crée un nouveau classeur, je fais une copie avec cette feuille-là. Tac, j'ai juste une feuille avec cette copie-là. Faire attention parce que pourquoi j'ai fait copie de valeur? Parce que cette information-là est liée est liée à la feuille présentation atelier septembre 80 ici. Donc, au fait, il ne faut pas envoyer le fichier avec la formule à ton boss parce qu'il n'a pas cette feuille-là. Quand lui va l'ouvrir, il va avoir un message d'erreur. Donc, c'est pourquoi ici, j'ai fait un copier-coller avec la valeur. Donc, il n'y a plus de formule. Si tu vois ici, c'est vraiment juste la valeur du total qui est ici. S'il lui veut voir juste le résumé annuel, donc, tu n'as pas besoin de lui envoyer cette partie-là. Tu peux supprimer. Et puis, il va avoir juste les données annuelles. C'est toi qui sais comment tu as calculé tes sommes, etc., tes formules. Donc, en fait, des fois, ça arrive qu'on me demande de produire des rapports avec des données de plusieurs feuilles, etc. Ça, c'est une manière de le faire. Donc, je ne sais pas si Aélévi, c'est bon, ça va? Aélévi, C'est ça bon, va? oui, merci. C'est bon? OK. Oui, oui, c'est bon, merci. Il y a une autre manière qu'on peut aussi faire cela, mais pour éviter vraiment la confusion, je vais passer outre cette manière-là parce que ça demande beaucoup plus de manipulation pour ne pas qu'il y ait confusion vraiment dans le truc. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais passer à ce qu'on appelle au fait la consolidation de données. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on on veut grouper les données. Donc, des fois, on a des données brutes et on essaie de pouvoir faire une consolidation de cette donnée-là. Donc, pour pouvoir procéder, donc je vais vous montrer un peu le résultat de ce que j'appelle par consolidation des données. Donc, ici, au fait, c'est petit, je vais agrandir. Là, on est en présence, au fait, de données qui sont consolidées, donc des compagnies aériennes. On a, au fait, le total des compagnies aériennes par trimestre. Mais vous allez remarquer quelque chose, vous allez remarquer que si on va ici, afficher le détail, vous allez voir, en fait, que c'est des données qui sont consolidées. C'est-à-dire qu'on a une table avec des données qui sont mensuelles et on a les données trimestrielles et puis on veut peut-être que le gestionnaire, il ne veut pas voir le détail, il veut voir le consolider dans un premier temps et puis après, s'il veut jouer, il peut jouer avec le trimestre, il va voir un peu c'est quoi les données du trimestre 1, il peut effacer, il peut cacher, voir c'est quoi le trimestre 2. Donc, il y a ces petits croix-là qui sont ici qui permettent de faire un peu le jeu de consolidation. Donc, ici, on peut voir aussi par compagnie, Emirates. Donc, Emirates au trimestre 1, on peut ouvrir Emirates au trimestre 1, donc janvier, voilà le chiffre, voilà ce que ça donne, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver à faire donc un tableau comme ça qui est consolidé?
c'est ce que, comme j'aimerais vraiment montrer, c'est pas compliqué. En fait, c'est vraiment pas compliqué. Euh, Comment est-ce qu'on procède? Au fait, on peut essayer avec, on va prendre le même exemple de Emirates. Où est-ce que je l'ai mis? Les données brutes. Je vais juste prendre les données brutes. Comme ça, on va pouvoir travailler là-dessus. Est-ce que quelqu'un sait comment on peut procéder à la consolidation comme ça, en ayant des données consolidées de cette manière-là? Est-ce que quelqu'un a une idée? Non, moi, je n'ai jamais eu à faire ça. OK. Non plus. Non plus. OK. Parfait. Donc, on va faire ça ensemble. Alors, la consolidation, en fait, elle se base vraiment sur, comment appelle-t-on? Euh, la, la donnée, ou bien je vais dire quelque part les formules que vous avez un peu dans, je vais expliquer plus en détail là. Je suis en train de faire un petit travail à côté. Voilà. Donc voilà, je vais faire ça. Tac, tac. Allô? Oui, Martin, Marin. Ok. Et vous posez la question si quelqu'un sait comment on consolide les données. Ouais, tu sais le faire? Euh, Quand vous avez les Ouais, tableaux de, oui, vous rentrez oui. dans données dans Excel, il y a une partie qui est conservée aux, OK, c'est bon. oui, Je vais suivre tes indications. OK. On et va il y a une, juste. Vas-y, Marin, je t'écoute. voilà, et il y a une partie où on a mis groupé. Donc, vous appuyez sur grouper ou bien vous sélectionnez les éléments et vous groupez. Vous sélectionnez les colonnes. Si ce sont les colonnes que vous voulez, vous sélectionnez les colonnes et puis vous appuyez sur grouper. OK. Donc, tu vas me guider. Donc, ici, on veut faire des groupes, on veut faire des groupements par trimestre. Donc, ce que tu proposes, c'est qu'on va aller ici, sélectionner, par exemple, on veut le premier trimestre, on va sélectionner ici les éléments, comme ça. C'est bien ça? On va cliquer Oui, oui. et on va Maintenant, on cliquer grouper. oui, Voilà. voilà. Maintenant, pour le réduire, il suffit d'appuyer sur le moins avant. Voilà. Donc, est-ce que tout le monde a vu? Au fait c'est très manuel. Merci, merci Marin. Effectivement, c'est Je vous en comme ça prie. qu'il faut procéder. Attends, dissocier, effacer le plan. Donc, au fait, ce qu'il y a ici, c'est que les données sont déjà dans le tableau brut, sont déjà présentées comme ça. Vous voyez ici, euh, on a le trimestre 1, on a le trimestre 2, ici, on a le trimestre 3. Donc, en fait, les données sont déjà présentées avec des données qui sont déjà sommées. Donc, en fait, ici, ce qu'on fait simplement, c'est qu'on va aller dans données, comme disait Marin, on va aller ici, grouper. On va venir là, dans grouper. On va venir aussi ici. Donc, au fait, on sélectionne toutes les colonnes sauf la colonne qui permet de faire, qui est égale au total. Donc, dans un premier temps, il faut avoir les sous-totaux. Donc, qu'on va regarder après, donc ici, grouper. Donc, qui vous permet donc de pouvoir faire un groupement ici par trimestre. Donc, on peut faire la même chose pour ce qu'on appelle, donc ici, le petit 1 permet de dissocier, pas dissocier, mais de masquer le détail et puis là, de montrer le détail avec le petit 2. Donc, on peut faire la même chose aussi avec les lignes. Donc, avec les lignes ici, on va sélectionner donc les lignes qu'on veut donc montrer, on veut grouper. Donc, on va grouper les lignes de cette manière. Donc, on n'a pas, j'ai oublié de mettre les totaux. Il faut avoir donc les totaux. Ou sinon, une manière de pouvoir insérer les totaux, on pourrait ici faire un sous-total ici. On pourrait insérer des sous-totaux ici.
on va dire qu'à chaque ligne, on veut faire les sous-totaux de janvier, février, mars. Donc, au fait, ça, c'est une autre fonctionnalité. Je vais pas aller rapidement, je vais aller tout doucement, OK? Donc, première des choses qu'on fait, donc la fonctionnalité, je vais ici effacer le plan. La fonctionnalité, c'est d'avoir ici le total. On récupère les données sans prendre le total et puis on vient dans données. Ici, on fait grouper. OK? Et on fait la même chose ici aussi. On récupère les mois du deuxième trimestre. On vient ici, on fait grouper. On va venir ici, on va faire grouper. Donc, automatiquement, déjà, on a les données par trimestre qui sont là, qui sont masquées. Donc, ça nous montre que le trimestre. Et puis, si on fait ça, ça nous montre les détails. Donc, on a un premier pas par rapport aux données. Maintenant, en fait, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est qu'en temps, vous avez vu, quand j'avais ouvert les données, j'ai comme effacé donc, le total ici. Donc, vous allez voir que dans mes données, j'ai comme ça organisé le nom des compagnies ici. Je les ai comme triés. Donc, je les ai triés ici par ordre alphabétique. Donc, en fait, ce que je veux faire, je veux pouvoir insérer des sous-totaux pour chaque compagnie. Donc, pour ce faire, en fait, il y a la fonction toujours dans le plan, ici. Vous avez la fonction sous-total. Donc, vous allez faire sous-total. Donc, vous allez, donc, ici, à chaque changement donc, de airline, donc du nom de la compagnie, on veut aller faire donc, le sous-total de certains éléments. Donc, on fait le sous-total de janvier, février, de mars, du trimestre, de mai, juin, juillet, août, trimestre 2, octobre, novembre, décembre, trimestre 3. Donc, on veut faire le sous-total donc, de chaque élément en le mettant ici. Maintenant, ici, est-ce qu'on veut des synthèses sous les données? Pas forcément. Donc, on veut remplacer les sous-totaux. Il n'y a pas de sous-totaux qui sont existants. Donc, on va juste mettre un saut après chaque groupe, si on veut, ou on peut juste les laisser comme ça. On va insérer donc, les sous-totaux. Donc, vous allez voir ici qu'on a systématiquement des sous-totaux qui se sont comme mis par, il y a le sous-total général. Après, vous avez le sous-total par compagnie. Donc, il y a des petits glitch. Donc, ici, on peut insérer, ici, vous voyez, les sous-totaux par compagnie. Donc, il nous a fait le sous-total général, il nous a fait le sous-total par compagnie. Donc, chaque compagnie ici, on a le sous-total donc, de Gulf Air qui est affiché ici. Le sous-total de Oman qui est affiché ici. Donc, on peut aussi aller insérer donc, le sous-total de cette manière-là qui va permettre indirectement de créer donc, un plan. Donc, ça crée un plan. C'est vrai. Maintenant, supposons que on récupère donc les données. Bon, ce que je vais faire, on va récupérer les données avec les sous-totaux. Les sous-totaux ont été insérés. Donc, je vais juste faire un copier. Je vais venir là. Je copie avec la ici. Un total Golf 1. Donc, c'est le même principe que les lignes. OK? C'est le même principe que les lignes. Donc, ici, ce qu'on va faire, on va aussi venir ici et puis on va faire grouper. Donc, il va nous créer un groupe pour le total de Emirates. Donc, ici, pareil, grouper. Il va nous faire un groupage, donc ici, de donc, ça fait que ici, donc il nous reste deux compagnies. Ça fait que ici, de la même manière, on peut aller voir juste les totaux par compagnie. Donc, le principe est simple. Donc, ici, on a les totaux par compagnie. Et si on fait grouper comme ça, on a le total par compagnie pour le premier trimestre.
fait là, grouper. Donc, c'est assez simple. Deuxième trimestre. Grouper, troisième trimestre. Donc, voilà. Donc, on a un peu, donc après, on peut mettre le formatage qu'on veut, etc. Mais, donc, ici, une fois que le plan est fait, c'est ce qu'on appelle le plan, on peut comme afficher le détail, masquer le détail qui vous montre un peu le détail ou juste montrer un détail d'une compagnie, etc. Donc, c'est ça qui permet de faire, comment appelle-t-on, le fameux tableau donc de groupage. Je ne sais pas si vous avez peut-être des questions par rapport à ça, des choses peut-être qui n'ont pas été claires là-dessus. Vincent et puis Aïlé. Je pense que Non, Marie est là. c'est parfait. On se rend compte que C'est ce sont des fonctionnalités qu'on n'utilise pas, en fait. Donc Exact. là, on le découvre et puis bon, c'est super intéressant de savoir. Exact. Donc, c'est vraiment moi, je pourrais vous dire que vraiment dans données, il y a beaucoup de choses que j'utilise vraiment dans données. Donc, s'il y a des choses que vous n'avez jamais utilisées, c'est toujours intéressant d'aller voir c'est quoi ce nouvel onglet-là. C'est récupérer, transformer les données. C'est quoi, ça consiste à quoi? Avancer, c'est quoi? Convertir, remplissage instantané. Ces éléments-là, c'est quoi? C'est toujours intéressant d'aller voir. Dans cette partie-là, qui est du plan, en fait, c'est ce que ça permet de faire. Ça permet de pouvoir comme synthétiser les données et de pouvoir comme regarder les données de manière synthétique en un seul coup d'œil. Et puis après, le gestionnaire, ben, souvent je parle des gestionnaires parce que des fois on fait des rapports pour nos dirigeants qui n'ont pas forcément besoin de voir des détails de certaines informations. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si euh, vous avez des questions par rapport à ça ou des commentaires. Non, ok, c'est bon. Donc, c'était Non, quelque ça chose va que... chez moi. Ça va chez toi aussi, Marin? Donc, c'était des choses que je voulais montrer aussi aujourd'hui, donc de pouvoir montrer le filtre avancé et puis la possibilité de pouvoir faire du groupage. Et ici, maintenant, ce que je veux montrer par la suite, c'est ce qu'on appelle le formatage conditionnel. Donc, c'est quoi le formatage conditionnel, par exemple? C'est de pouvoir, lorsqu'on est dans une liste, de pouvoir, comme on le voit ici, de pouvoir afficher des données avec des couleurs pour mettre en exergue certaines informations. Donc, on peut voir ici, par exemple, on a des données qui sont ici en couleur bleu, rouge, un peu comme vert, c'est correct, orange, c'est moyen, et puis rouge. Donc, ça donne des indications rapides au gestionnaire ou bien même à vous en tant qu'analyste lorsque vous rentrez dans un fichier où vous avez une idée à peu près, vous savez, ah, mais ça, c'est pas bon, les 5 premières, les 4 personnes ici sont dans le rouge, dans l'orange, etc. Donc ça, je ne sais pas si quelqu'un dans le groupe sait comment est-ce qu'on peut faire, on peut faire ce formatage conditionnel. Donc aujourd'hui, je voulais que ça soit vraiment participatif. Donc c'est pourquoi je pose à chaque fois des questions. C'est pas que je ne veux pas vous expliquer, mais je trouve intéressant de voir si vous savez de contribuer aussi. Est-ce que quelqu'un a une idée de, par exemple, comment est-ce qu'on peut mettre la colonne C, donc en couleur de nuance de rouge à vert, rouge étant que le montant est inférieur à la moyenne ou c'est automatiquement, en fait, la colonne détermine à peu près une moyenne des données et on voit que 15 000 par rapport à 30 000, donc on a une moyenne d'à peu près 22 500. Donc, 22 500, c'est la moyenne. Quand tu es plus, ça commence par être vert. Quand tu es autour, c'est orange. Quand tu es faible, c'est rouge. Est-ce que quelqu'un, je pense Marin, a une idée ou Vincent ou Ailey? Allô? Oui, Bon, euh, ça, c'est la mise en forme conditionnelle. oui, C'est ça. oui. Donc, c'est dans fichage. Dans affichage?
Non, pas affichage. Bon, rentrer dans l'accueil, je vais voir. Ah oui, c'est ça, c'est dans l'accueil. Rentrer dans l'accueil. Rentrer un peu dans laquelle je vais voir. Je suis rentré, oui, et après je fais quoi? C'est ça. Oui, c'est ça qui est là-bas. C'est Oui, ça, voilà. c'est ça, Voilà. super. Merci beaucoup, Marin. Donc, en fait, ici, vous avez ce qu'on appelle les mises en forme conditionnelles. Dans mise en forme conditionnelle, vous avez plusieurs types de mise en forme conditionnelle. Ici, par exemple, vous pouvez mettre en conditionnel des données qui sont supérieures à ou inférieures à ou qui ont des valeurs. Donc, vous allez appliquer donc des mises en forme en fonction de certains critères. Par exemple, je veux mettre en rouge les noms qui contiennent la lettre, je sais pas, O, ou bien les noms Jacob, par exemple, ou pour les dates qui se trouvent dans un certain intervalle, etc. Donc, ça, c'est les règles de surbrillance des cellules. Après, on a aussi les règles de valeur les 10 premiers, les 10 moins élevés, les valeurs supérieures à la moyenne, etc. Donc, on peut mettre des conditions aussi, des règles par rapport donc, à nos, euh, à nos colonnes. Donc, à nos colonnes, on peut mettre, ou bien même à la plage de données de manière globale. Vous avez par exemple ici l'exemple D. Vous avez les barres ici. Au fait, les barres, ça permet de montrer, si vous voyez un peu, la barre est plus petite quand l'information est plus petite que la moyenne et la barre est plus grande. Donc, ça donne un peu, ça dépend du visuel que vous voulez montrer ou de l'information que vous voulez montrer. Et puis, on a les nuances de couleur. Donc, les nuances de couleur, c'est la première qu'on voulait faire pour l'objectif CA, l'objectif de chiffre d'affaires. Donc, c'est de pouvoir mettre une nuance de couleur pour dire, OK, quand c'est du rouge au vert, quand c'est du vert au rouge, donc d'afficher le dégradé en fonction de la moyenne. Parce que ici, on remarque que ça part de 15 000, 17 000, 19 000, ça va à 30 000. On a une moyenne qui se trouve quelque part ici à 22 500. Et autour de 22 500, la zone est un peu orange. Donc, c'est un peu flou. Donc, c'est rouge un peu. Et avant, c'est inférieur, donc c'est rouge, etc. Donc, c'est les nuances de couleur. Et on peut utiliser aussi les icônes, comme dans les colonnes E et F ici. On peut aller appliquer des jeux d'icônes pour pouvoir voir est-ce que c'est en hausse, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le premier. Donc, le premier ici qui correspond donc à la nuance donc, de couleur. Parce que je ne vais pas tous les faire. Vous voyez, c'est assez simple. C'est assez simple. Et ici, donc, c'est l'inverse. Donc, pour moi, c'est grave quand c'est supérieur. Quand c'est inférieur, c'est vert. Donc, après, la légende de la couleur, c'est vous, lorsque vous présentez votre rapport, c'est vous qui montrez ce que vous voulez comme montrer à la personne. Donc, si on s'arrête sur ce qu'on voulait faire, ça donne ça. C'est assez simple comme... donc, la mise en forme conditionnelle calcule à peu près la moyenne. Donc, quand je vous disais, la moyenne se trouve quelque part ici. Et plus il s'éloigne de la moyenne, quand c'est inférieur, il met la couleur de gravité, si je peux le dire, etc. Donc, c'est un exercice qu'on va faire un peu plus tard. Vous allez voir, je vais vous laisser le temps de pouvoir pratiquer. Je ne vais pas tous les faire parce que c'est dans l'exercice. Donc, ça ne sert pas. Quelqu'un va partager son écran et puis va le faire ensemble avec nous. Mais ce que je voulais montrer, c'est qu'on a la possibilité ici de pouvoir, par exemple, disons qu'on veut les montants qui sont supérieurs à 20 000. OK? Donc, on veut les montants, non, c'est 200 000 ou 250 000. Donc, on va mise en forme. Donc, automatiquement, vous voyez, là, on est à 25 000. Ouais, c'est 25 000. Vous voyez qu'il se met déjà dans le bon format. Vous voyez, il le met en rouge clair, mais on peut aller ici, on peut modifier le format ici. On peut le mettre en jaune,
doré. On peut personnaliser le format qu'on veut. Aller mettre la couleur, le texte, la bordure en rouge, etc. Donc ça, c'est des choses on peut faire avec ça. On peut aller, comme on dit ici, faire inférieur. On va aller aussi faire les valeurs entre, par exemple, je sais pas, 20 000. Donc, au fait, c'est assez simple. Au fait, une fois que vous cliquez sur le menu, il vous donne un peu ce que vous voulez. OK? Ce que vous voulez et le format que vous voulez appliquer donc à la donnée. Et on peut appliquer plusieurs, c'est-à-dire que sur une même colonne, je peux comme appliquer plusieurs mises en forme conditionnelles sur une même colonne. Je peux dire que, OK, pour les montants supérieurs à tac, 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 je veux mettre de cette couleur-là, inférieur, je veux mettre à cette couleur-là, etc., etc. Donc, il y a vraiment moult possibilités. C'est pareil pour les barres. Donc, les barres, vous voyez ici ce que ça donne. Ça se remplit plus en fonction de la donnée maximale dans la colonne, 3500 ou 35 000, ça se remplit jusqu'au bout. Et puis après, ça se met en fonction de la moyenne au milieu ou plus ou moins à la gauche, à la droite. Donc, la même manière aussi, il va aller chercher, donc un peu comme la couleur rouge, il va aller chercher est-ce que ça augmente par rapport à comment est-ce qu'il a commencé, est-ce que ça diminue, ça augmente, donc l'ensemble des icônes, ça a donné, est-ce que je suis dans le rouge, est-ce que je suis dans le jaune ou pas. Donc ici, dans le rouge, il met quoi? Il met des valeurs supérieures à inférieures à 22 500. C'est à peu près ce qu'il fait. Donc, vous avez la possibilité après d'aller comme gérer les règles. Donc ici, vous allez voir, on a la notion de gestion des règles. Donc, vous pouvez aller gérer les règles ici. Donc, modifier la règle, appliquer de nouvelles règles ou bien modifier la règle actuelle. Donc ici, donc la règle actuelle, comme je disais, il prend la moyenne, la moyenne ou la médiane. Ici, ça ressemble un peu à la même chose dans le 50e centile. Donc, il prend et puis le met à jaune ou en vert. Donc, vous pouvez aller jouer avec les valeurs ici et ajouter des couleurs aussi de ce côté. Je le montre parce que c'est intéressant des fois quand on fait des rapports ou qu'on produit des rapports, qu'on veut comme montrer des choses à la direction, c'est intéressant. Maintenant, il y a une notion que moi j'adore beaucoup dans la mise, que j'utilise beaucoup dans le formatage conditionnel, c'est lorsque je cherche des doublons. Lorsque je cherche des doublons dans les données, il y a plusieurs manières de chercher des doublons dans les données. Je vais prendre un exemple avec la liste qu'on avait. Voilà. Je vais prendre cet exemple-là. Fait tac. Voilà. Jusqu'à là. Parfait. Donc ici, je veux voir, par exemple, les noms qui sont en doublon. Est-ce que quelqu'un sait rapidement comment est-ce que je peux voir les noms qui se répètent? C'est les noms, les familles que j'ai ici, les noms qui se répètent, un peu comme ici, j'ai Apriou ici qui se répète. Est-ce que quelqu'un sait rapidement comment on peut faire ça? Je pense Marin encore. Hein. Wiley ou Vincent. Là, je constate qu'il y a des doublons. Mais je veux pouvoir les détecter. Je veux pouvoir il y a plusieurs manières, mais il y a une manière qui est très simple de pouvoir le faire. Aïe, oui. Peut-être en filtrant, mais je ne sais pas. C'est juste une proposition. Oui, en filtrant. Non. On va utiliser, je pense que Vincent et puis
On va utiliser au fait une mise en forme conditionnelle qui est super intéressante ici. Si vous voyez ici, vous avez valeur en double. Donc, valeur à double, au fait, ce que ça permet de faire, ça permet de mettre en couleur donc, toutes les valeurs. Donc, ça veut dire que toutes ces valeurs-là sont en double. Et Abdelena n'est pas en double. OK? Donc, je vais effacer. Voilà, je vais effacer et puis je vais essayer de faire en sorte. Je vais faire un petit ménage pour ne pas avoir tout le monde en double. Je vais enlever celui-là. Mais, et puis, oui, je vais l'enlever aussi pour avoir juste, comment il s'appelle, Priu en double. Je vais juste avoir la famille Apriu en double. Voilà, Apriu en double. Je vais effacer lui aussi. Parfait. Donc, ici, lorsque vous êtes toujours dans la mise en forme conditionnelle, dans le premier, règle de surveillance, vous avez ici valeur en double. OK, j'ai Dagon et puis aussi, ils sont en double. Je vais l'enlever, supprimer. Ici, supprimer. Ici, supprimer. Donc, ici, Capuano aussi, il est en double. Donc, automatiquement, que ça soit pour des chiffres ou supposons que par exemple, ici, on a année, on a 1980 et que on le met 3 fois ici et puis on a 1987, 1988. On va faire incrémenter ici. Tac, on l'a vu la dernière fois, incrémenter. Donc ici, incrémenter la série. Ok, je vais mettre 97 ici. Jusqu'à Parfait. On va incrémenter. Il y a quelqu'un qui m'écrit. Chat. Ok, c'est bon, Vincent. Donc, en fait, ici, lorsque vous venez là, valeur en double, ouais, automatiquement, il détecte que c'est les 1980 qui sont en double. Donc, vous avez au fait ici la possibilité de pouvoir détecter des éléments qui sont en double et aussi une manière, une fois que vous les avez détectés, si vous n'avez pas besoin de ces éléments-là qui sont en double, vous pouvez supprimer les éléments en double. Donc, supprimer les éléments en double, est-ce que quelqu'un sait comment on peut... ici, si on veut avoir juste un a priori, est-ce que quelqu'un sait comment est-ce qu'on peut supprimer l'élément qui est en double? Non? OK. Donc, au fait, il va falloir juste aller au niveau des données. Vous avez ici, dans Outils de données, vous avez un bouton qui vous permet de supprimer les doublons. Donc, quand vous cliquez là-dessus, il vous dit, est-ce que vous voulez supprimer les doublons là? Vous faites OK. Là, il vous supprime les doublons et vous n'avez plus de doublons. Donc, en fait, ça, c'est vraiment intéressant des fois lorsqu'on a des données qu'on veut, on veut cleaner parce qu'on on a beaucoup de doublons dans les données. Donc ici, par exemple, si je viens ici, les vrais doublons, donc ici dans notre donnée, si on prend le nom et le prénom, il n'y en a vraiment que ces quatre-là. Donc, il va en supprimer. Donc, vous allez voir que finalement, le 1980 après où, il n'est plus en doublon en fait au niveau des années, mais il ne considère pas ça comme étant un doublon parce que l'année et le... Quelqu'un qui m'écrit encore. OK, c'est bon, Vincent. Donc, au fait, quelqu'un ici, ce qu'on remarque, c'est qu'on a le doublon des deux côtés, donc l'année de naissance et puis le nom de famille. Donc, si on veut juste avoir une fois le nom de famille et l'année de naissance, donc on va faire ça. Et avec ce petit bouton-là qui permet de supprimer le doublon, on va faire supprimer sur l'année et le nom.
on remarque donc que 1980 est présent une seule fois. Il ne considère pas ça comme étant des doublons parce que les années sont différentes. On ne lui a pas dit de supprimer en fonction de l'année. On lui a dit du nom. On lui a dit de supprimer en fonction du nom et de l'année. Donc, pour nous, une personne qui est née à une année différente, même non, ce n'est pas un doublon. Donc, c'est logique. Donc, deux choses donc, à se rappeler donc, ici, c'est que lorsqu'on a vraiment des données, on peut aller dans formatage conditionnel qui nous permet de pouvoir mettre des règles. Dans le premier, on a valeur en double ici qui permet de détecter tout ce qui est valeur en double, donc dans accueil. Et on est capable ici, dans données, avec un seul clic, de pouvoir supprimer les doublons qui sont dans une table ou dans une plage de données. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça ou si on peut continuer. Je ne sais pas, est-ce que vous avez votre Excel ouvert à côté et puis vous faites quelques petits tests à côté ou bien peut-être lorsqu'on va avoir les exercices. Je ne sais pas comment est-ce que vous vous êtes configuré à la maison. Vous êtes sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. En fait, moi, de mon côté, j'ai un Excel ouvert et je regarde les boutons. Okay. Parce que des fois, ce sont des boutons qu'on n'utilise pas, on ne sait pas où ça se trouve et tout. Donc là, à chaque fois, moi, je vais chercher, je vais regarder, en fait, dans données des doublons, je surveille et tout. Les mises en forme conditionnelles, je ne savais pas qu'en fait, qu'on pouvait voir des doublons là-bas aussi. Donc, je vais cliquer et puis regarder où ça se situe. C'est surtout ça que je fais. Ok, c'est bon. Donc, c'est Vincent qui va faire l'exercice prochainement pour la pause. Et Aïlé, comment tu as configuré? Est-ce que tu as Excel d'ouvert à côté? Oui, ou... oui? Oui, je regarde les boutons pareils. Je suis sur mon portable et je regarde les boutons sur Excel sur l'ordinateur. Ok, parfait. Super. Donc, c'est ça. Donc, j'ai un peu montré les listes, le formatage conditionnel, la possibilité de faire du groupage de données. C'était des choses, et puis de pouvoir lier des fichiers. Donc, c'était de louer des feuilles. C'est des choses que je voulais montrer, comment détecter des doublons, parce que on travaille beaucoup avec des doublons au niveau de nos différents métiers. Et puis, souvent, c'est un casse-tête de pouvoir les détecter, pouvoir les supprimer. Donc, je voulais comme partager. Et je voulais aussi rentrer dans une petite distinction ici avec pourquoi je parlais de liste. Parce que ici, nous, on parle beaucoup de liste ou de table. Donc, parce que ça n'a pas de fonctionnalité. Si vous vous rappelez, au début, je vous avais dit, oh, mais il y a les onglets qui sont principaux et puis il y a des onglets qui sont des onglets outils. C'est parce que, au fait, on a vraiment la possibilité de changer une liste en table. Donc, c'est-à-dire qu'on peut ici mettre cette liste-là sous forme de table. Donc, quand vous mettez une liste sous forme de table, vous allez voir que l'outil ici, l'outil de tableau, donc c'est devenu un tableau finalement. Donc, on peut avoir maintenant des fonctionnalités qu'on n'a pas forcément au niveau d'un fichier, d'une liste de base, comme par exemple ici, on peut aller ajouter une ligne de total ici, que vous voyez, donc ici, ça fait un compte. Donc, ça peut faire un max, un écart-type. Ici aussi, on peut aller chercher un total, une moyenne, une somme. Donc ici, on peut aller avec d'autres fonctions aussi. Donc, ça intègre, c'est pas vraiment, c'est pas, qu'est-ce que je peux dire? Ce n'est pas extraordinaire, mais en fait, c'est par exemple, même pour supprimer les doublons, on a la fonctionnalité qui est là automatiquement. Pour insérer les tableaux croisés dynamiques avec le tableau, on a la fonction qui est automatiquement là. Donc, en fait, après, pour le reconvertir en plage, on fait juste ça. Et puis là, vous voyez, quand je sélectionne, je n'ai plus la fonctionnalité de table. Donc, l'outil, quand je sélectionne dessus, je suis vraiment sur une liste. Je n'ai plus l'outil de table ici qui apparaît. Donc, en fait, quand je refais, se trouve, nanana, mon tableau comporte des entêtes, je fais OK.
là, j'ai l'outil de tableau. Donc, avec l'outil de tableau, j'ai maintenant des fonctionnalités que je peux aller chercher. Ben, ce n'est pas beaucoup de fonctionnalités, mais quand même, on a cette possibilité-là de pouvoir insérer des segments, de pouvoir convertir en plage, supprimer les doublons. C'est des choses qu'on ne peut pas faire avec une liste simple comme ça. On peut le faire, mais pas de manière systématique. Il n'y a pas un menu où on va modifier les choses. Donc, je voulais juste montrer un peu c'est quoi un tableau de données, comment est-ce qu'on peut insérer des lignes, comment est-ce qu'on peut saisir des données dans les tableaux de données, parce que lorsque vous convertissez la page dans les tableaux de données, sous forme de tableau de données, il y a certaines fonctionnalités qui viennent à lieu de rencontre. Je peux mettre, par exemple, ville. Tu vois, automatiquement, quand j'insère, il m'insère, il intègre dans le tableau, etc. Donc, il y a plusieurs fonctionnalités au niveau du tableau qu'on a lorsqu'on fait la configuration de cette manière-là. Donc, on n'a pas besoin d'aller... Si c'était une liste, maintenant, il faut que je le mette sous le même format. Voilà, il a récupéré le format du tableau, etc. Quand je vais ajouter comment l'appelle-t-on? Et là, quand je fais un tab, vous voyez mon tab, je fais tab, il ne va pas en fait, il va toujours à la ligne. C'est ça en fait, ajouter une ligne ou naviguer. Ça, je fais tab, 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 tab. Il ne va pas dans la colonne I, il bouge dans le tableau. Donc, c'est des fonctionnalités qu'on a en fait pour le tableau. Là, ça, je le remets en format de plage ou de liste brute, même s'il garde le formatage. Donc, c'est quelque chose que je voulais montrer aussi parce que c'est dans l'exercice, c'est dans un des exercices que je vous donne. C'est la différence entre pourquoi est-ce que je disais que ça, c'est plus une liste qu'on a l'habitude d'appeler des tables. Et puis ici, c'est plus lorsque on veut mettre sous forme de table, ça peut être aussi ici insérer tableau, c'est la même chose. Donc, ou mettre sous forme de tableau, c'est le même principe. On peut faire des choses, insérer le total, faire des moyennes rapidement avec ça. Donc, c'est quelque chose que je voulais aussi montrer. Je sais que ça fait beaucoup de choses, mais en fait, l'idée, au fait, c'est de dire qu'il y a tellement de choses qu'il ne faut pas hésiter d'aller découvrir les fonctionnalités. Comme je disais dans le menu Aide, moi, ça m'a beaucoup aidé, le menu Aide. Donc, de ne pas hésiter à aller naviguer à travers les différents onglets. Quand je prends aujourd'hui l'onglet Accueil, est-ce que je connais toutes les possibilités qui sont ici, c'est-à-dire toutes les options que j'ai ici là? Est-ce que je sais à quoi ça sert, tout ça? Quand je vais dans Insertion, est-ce que tout ce qui est ici, j'ai une idée de à peu près à quoi ça sert? Je vais dans Dessin, pour les dernières versions, il y a cet onglet de Dessin. Mise en page, ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui savent pour imprimer, etc. Les formules pour pouvoir créer des noms, le gestionnaire des noms, est-ce que c'est des choses que je connais? Donc, c'est toujours intéressant quand on a un petit moment, d'aller juste regarder dans l'aide ou bien ici, c'est ici, je peux aller chercher quoi? Je peux aller chercher ici, je peux dire insérer fonction, c'est insérer fonction. Donc ici, il me donne des résultats de recherche. Donc je peux aller voir c'est quoi ce qu'il me donne comme, ok, ça c'est des actions automatiquement. Modifier la formule, nanana, insérer des sections, en savoir plus. Donc, pour chaque champ, on peut poser des questions ici et puis avoir option de calcul, etc. Avoir la réponse à sa question. Donc, voilà ce que je voulais montrer sur les tableaux. Vite fait, j'avais à idée de pouvoir rentrer dans les fonctions. Je vois que le temps file rapidement. Ce que je vais faire, je vais rapidement montrer quelques petits éléments au niveau des fonctions que j'avais envie de partager. Excel, c'est tellement, comme vous le voyez, c'est vague. Hein. C'est pas vague, c'est vaste. C'est vaste, excusez. C'est vaste. Donc, comme c'est vaste, moi, mon objectif, au fait, dans ces ateliers, c'est vraiment de montrer
des choses qu'on ne fait pas d'habitude, et puis le potentiel. Donc, ici, au niveau des fonctions, ce que je veux montrer, c'est comment est-ce qu'on comprend ou comment est-ce qu'on lit les fonctions. Donc, les fonctions, en fait, on a l'habitude de les insérer en faisant des égales comme ça. On peut aller cliquer ici sur le fx ici pour insérer les fonctions. Maintenant, ce qui m'intéresse vraiment au niveau des fonctions, c'est comment est-ce qu'on comprend une fonction. Donc, lorsqu'on rentre dans le menu d'insertion de fonctions, on a trois parties. On a cette partie-là qui n'est pas exacte comme Google Search, etc., mais qui permet de faire des recherches pour voir qu'est-ce que je cherche, par exemple, comment faire la somme. Je fais rechercher, il me donne les sommes, somme carrée, il me donne somme de série, somme ci, somme, etc., etc. Okay? Donc, il me donne ce que lui, il me recommande quand je fais ma recherche. C'est pas parfait, c'est vraiment pas parfait. Quand je fais des recherches des fois ici, je sais pas, qu'est-ce que je peux mettre comme recherche absolue. Tu vois, bon, là, il trouve le truc. Mais, vous voyez, les réponses ne sont pas parfaites. Mais ça aide au fait à rechercher. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on tape le mot, par exemple, blanc, rechercher. Là, vous voyez, il ne me donne pas forcément la réponse. Donc, ici, ça permet il reformuler la question. Ça permet de faire des recherches. Donc, de faire les recherches pour voir si on a des mots-clés, avec des mots-clés pour pouvoir récupérer. Maintenant, on a les catégories de fonctions. Donc, on a des fonctions par catégorie. En fonction, est-ce que je veux une fonction pour les heures? Donc, on a tout ce qui est fonction d'heures, etc. On a les fonctions de statistiques, donc tout ce qui est moyenne, coefficient. On a les fonctions financières. Si on veut calculer les amortissements, on veut calculer les durées, le nombre de coupons, le prix du coupon, les rendements, etc. Les fonctions de test, les recherches, les concaténés, etc. Donc, on a plein de fonctions par catégorie. Donc, ici, c'est la catégorie. Lorsque je choisis une catégorie, ça me donne la liste des fonctions. Maintenant, ce qui est super intéressant, en fait, avec les fonctions, c'est que lorsque on clique sur la fonction, on a la définition de la fonction. Les gens ne font pas tellement attention à ça, mais on a la définition de la fonction qui est ici. Cette fonction calcule la somme des nombres dans une plage de cellules. Bon, pour quelqu'un qui vient de commencer les fonctions, c'est flou. Il va cliquer ici sur l'aide, sur les fonctions. Aide sur cette fonction. Quand vous allez cliquer dessus, automatiquement, ça va vous ouvrir une page qui est là avec la fonction. Comment est-ce que ça s'utilise avec un cas? Et il vous explique la syntaxe. Donc, au fait, moi, en fait, ce que je veux montrer, c'est que pour toutes les fonctions, Microsoft a déjà mis en place l'aide pour pouvoir comprendre la fonction. Donc, vous ne savez pas utiliser une fonction ou bien vous avez oublié de comment une fonction s'utilise. Donc, vous pouvez aller déjà cliquer sur la fonction ou une fonction que vous ne connaissez pas. Vous cliquez sur la fonction. Vous allez voir raccourci pour ouvrir un document enregistré sur votre disque sur un serveur ou sur Internet. OK. Bon, ce n'est pas clair pour moi. Je vais cliquer sur aide sur la fonction. Et là, ça me donne un détail avec des exemples concrets. Donc, au fait, vous avez la possibilité pour toutes les fonctions. Donc, c'est pourquoi je disais que moi, je ne voulais pas aller dans c'est quoi fonction max, fonction moyenne, fonction, etc. Je veux plutôt vous montrer comment est-ce qu'on peut, aller chercher l'information. Okay? Comment est-ce qu'on peut aller chercher l'information? Maintenant, il y a une fonction qui m'intéresse beaucoup, c'est la fonction recherche V. Donc, cette fonction-là, je l'utilise beaucoup et je sais qu'il y a beaucoup de cas d'utilisation de cette fonction-là. Et donc, j'aimerais vraiment qu'on regarde cette fonction plus en détail. Pour pouvoir, par exemple, insérer la fonction, donc on est en train d'insérer une fonction. On clique là sur la fonction, on voit la définition. Cherche une valeur dans la première colonne à gauche d'un tableau.
puis renvoie la valeur dans la même ligne à partir d'une colonne spécifiée. Par défaut, le tableau doit être trié par ordre croissant. Donc, ce n'est pas clair. On va cliquer sur l'aide ou, étant donné que je connais la fonction, je vais faire OK. Quand vous faites OK, vous avez ce menu-là. Donc, c'est le menu de la fonction qui vous donne c'est quoi les arguments de la fonction. Donc, cette fonction a 4 arguments. Donc, quand vous rentrez dans l'argument de la fonction, en fait, il vous dit, premier argument, j'ai besoin de la valeur que vous recherchez, j'ai besoin d'une table de matrice, j'ai besoin de numéro d'index de la colonne, j'ai besoin de la valeur proche. Donc, la fonction a besoin de ces éléments-là. Et vous allez cliquer, quand vous cliquez ici, vous allez voir que la valeur recherchée est définie ici en bas. C'est la valeur à trouver dans la première colonne et peut-être une valeur ou une référence sur chaque texte. Quand vous venez ici dans table de matrice, vous allez voir table de matrice. Pour toutes les fonctions, c'est comme ça. Quand vous ouvrez la fonction de cette manière-là, donc avec le fx, vous cliquez sur la fonction, faites OK, vous avez les arguments et pour chaque argument, il y a une définition. Donc ici, ça vous définit l'argument table de matrice. C'est un tableau de test de nombre de valeurs logiques à partir duquel sont récupérés l'argument de la matrice. Non. C'est long. Mais si vous allez sur l'aide, vous allez voir, c'est assez simple. Et vous allez numéro de colonne, numéro d'index. Il vous définit aussi c'est quoi le numéro d'index. Le numéro d'index, c'est la colonne, Et vous venez ici, valeur proche, pareil, il vous définit. Donc, en fait, ici, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que lorsque je clique sur fx, je peux poser des questions sur la fonction que je cherche ici. Ou sinon, je peux chercher par catégorie ici. Quand je clique sur la fonction, j'ai la définition de la fonction. Sinon, si je fais OK comme ça, vous allez voir, par exemple, cette fonction, elle renvoie la date du jour au format de date. Cette fonction ne possède pas d'argument. Donc, il n'y a pas d'argument pour cette fonction. Donc, il va dire, OK, je ne donne pas d'argument. C'est une fonction sans argument. C'est la parenthèse. Fait OK, ça me donne la date du jour. OK? Donc, on peut aller cliquer sur l'aide de la fonction et on a l'aide automatiquement qui est là. Donc, c'est un peu ça ce que moi je veux montrer. Ce n'est pas plus de montrer toutes ces fonctions-là qui sont, c'est quoi le max, c'est quoi le min, c'est quoi la droite, c'est quoi la gauche, c'est quoi le si, c'est quoi le et, le ou, le somme si, etc. Mais c'est de dire que lorsque je suis en face d'une fonction, comment est-ce que je fais pour comprendre la fonction, comment je vais chercher de l'information pour mieux m'améliorer sur des fonctions que je ne connais pas. Je ne sais pas si vous avez des commentaires ou des questions pour qu'on passe à la recherche V. Et puis là, je vois le temps nous est en train de passer rapidement pour l'exercice. Je ne sais pas ce que vous proposez. Est-ce qu'on continue avec la recherche V ou bien on passe directement à l'exercice? Ou si vous avez des questions, pour ne pas, comme la dernière fois, je ne sais pas si vous avez des choses après. Je laisse la parole à tout le monde. On peut peut-être passer rapidement sur la recherche V. Là. En fait, moi, je l'utilise de temps en temps, là, mais je ne sais pas trop si les autres... OK. Est-ce que quelqu'un... Je vais voir qui sont encore. Ça m'intéresse de voir aussi recherche V aussi. Ouais, recherche V. Je vois, il y a qui? Il y a Marin, il y a Vincent, il y a... Marin, et Michel, Claire, est-ce que c'est recherche V, ça vous parle, la fonction? Ça m'intéresse aussi. OK, c'est pas quelque chose que... OK, parfait. Alors, la recherche V, généralement, on l'utilise lorsque, par exemple, on recherche de l'information. Il y a quelqu'un qui m'écrit. Non, c'est correct, Michel, c'est correct. J'ai reçu, je pense, ton message. C'est correct, il n'y a pas de souci. OK? Tu peux parler, hein? Ne te sens pas gêné. Donc, au fait, ici, la recherche V, c'est quoi?
On va aller, donc comme on disait, on va aller dans la fonction. Bon, on a vu la fonction. Ah, tu as un problème de micro. OK, c'est bon. Donc, tu peux écrire si tu as des questions. Je vois ce que tu écris, OK? Donc, c'est parfait. Donc, souvent, en fait, j'utilise la recherche V où on utilise la recherche pour pouvoir faire des recherches comme comparer des données dans deux fichiers. Bon, on peut prendre par exemple un exemple très simple. J'ai un client qui se trouve dans où je vais prendre le cas des élections. On est en période d'élection en Afrique. On a par exemple un électeur qui se trouve l'année passée dans une base de données. Et là, on a une nouvelle base de données où, je vais prendre juste ça, cet exemple simple. Donc, supposons que ça, c'est la liste donc, des électeurs donc, de l'année passée. Donc, ici, maintenant, on va, donc ça c'est N-1. Et là, on va prendre la liste des électeurs de cette année. Ici. OK, donc ça c'est N. Donc, si vous avez remarqué, au fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, en plus des 14 personnes que j'ai pris ici, j'ai ajouté. Donc, j'ai encore pris 6 personnes de plus sur les 14 personnes. Donc, en fait, ce qu'on peut vouloir faire, c'est de dire quels sont les nouveaux électeurs par rapport à la liste de l'année passée. C'est-à-dire que par rapport à la liste de l'année passée, quelles sont les personnes qui sont nouveaux. Donc, pour pouvoir le faire, au fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher les noms qui sont dans cette colonne-là. On va les rechercher et on va aller ici comparer avec les noms qui sont dans ces plages-là. Donc, si on trouve le nom dans l'année passée, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui était déjà là l'année passée. Mais si on ne trouve pas le nom, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est nouveau. Donc, dans la liste qu'on a cette année. Donc, on a la liste N-1 et la liste N. Donc, logiquement, les nouvelles personnes, ça va être ces personnes-là. OK? Donc, souvent, ce que par exemple, on peut avoir, par exemple, la liste de clients historiques et puis on peut dire, OK, est-ce que tu peux me sortir la liste des nouveaux clients depuis l'année passée? Parce que là, on a la liste à la fin de l'année passée. Maintenant, on a la liste jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu peux me sortir, comparer la liste qu'on a aujourd'hui avec la liste qu'on avait l'année passée pour me sortir les clients qui sont nouveaux cette année, donc on n'avait pas l'année passée, par exemple. Ou bien, est-ce que tu peux me voir dans la liste aujourd'hui tous les clients qu'on avait déjà l'année passée? Parce qu'on veut lancer un programme marketing, on veut faire de la publicité aux nouveaux clients sur certains produits, ou bien les clients de l'année passée n'avaient pas reçu un programme qu'on a lancé cette année. Donc, on veut communiquer avec eux. Donc, en fait, c'est toujours une histoire de matcher des listes, d'aller récupérer des données d'une autre liste dans une liste qui est référente. OK? Donc, dans notre cas ici, ce qu'on va faire dans un premier temps, ce que je recommande vraiment toujours de faire, donc on va mettre ici ce qu'on cherche. Donc, on va rechercher les noms. OK? Donc, ici, on va mettre la fonction ici. Donc, la fonction, comme on a vu, la fonction, elle a comme 4 arguments. Donc, on va, dans un premier temps, faire égal. Donc, on va aller chercher la fonction recherche V, qui veut dire recherche verticale. Attends, il me fait un truc. Voilà. Donc, recherche verticale.
clique là-dessus. Donc, par exemple, je vais ici dans l'argument, c'est la valeur à trouver dans la première colonne. Donc, une particularité au fait, c'est qu'il faut que la donnée, comme vous voyez ici, à trouver dans la première colonne du tableau. Il faut que la valeur que je recherche soit dans la première colonne du tableau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux chercher l'adresse email, il faut que j'enlève l'adresse email pour le mettre dans la première colonne du tableau. Il faut que dans mes deux tableaux, la valeur que je veux faire la recherche avec elle soit dans la première colonne ici. C'est pourquoi le nom est dans la première colonne et le nom ici est dans la première colonne. OK? Donc, on va continuer, recherche V. Donc, je veux voir si celui-là, donc je veux voir si Jean-Louis Roy, est-ce qu'il était là l'année passée? Est-ce qu'il avait voté l'année passée? Okay? Est-ce qu'il était déjà client l'année passée? Donc, je vais cliquer sur son nom. Donc, la valeur que je cherche, c'est Jean-Louis Roy, A2. Et ici, la table de matrice, au fait, on dit quoi? C'est le tableau de test de valeurs logiques à partir duquel les données sont récupérées. Donc, et l'argument matrice peut être une plage de cellules ou un nom de plage. Donc, on va commencer d'abord avec la plage de cellules. Donc, la matrice, c'est quoi? La matrice, c'est un tableau ou une table, la source, la référence. Là où on va aller chercher l'information, c'est dans le fichier de l'année passée. Donc, on va cliquer ici dans N3. On va sélectionner tout ça. Donc, on va chercher dans cette matrice-là Jean-Louis. Donc, il est quelque part ici. Et maintenant, troisième argument. Donc, premier argument, c'est la personne qu'on cherche, le nom qu'on cherche. Deuxième argument, c'est la table matrice dans laquelle on cherche l'information. Et troisième argument, en fait, c'est le numéro de colonne. Donc, on dit le numéro de colonne de l'argument table matrice dont la valeur correspondante est renvoyée. La première colonne de la valeur du tableau est la colonne 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut aller chercher dans la table matrice l'information. Si Jean-Louis Roy est dans la table matrice, je veux afficher la première colonne, je veux afficher le nom qui figure dans la table matrice. Dans la première colonne qui est la colonne nom, c'est-à-dire que dans N1, la première colonne, c'est la colonne nom. Si je veux afficher le nom, on va mettre la première colonne, Jean-Louis, etc. Et puis, il va nous donner l'information de la colonne nom. Et là, on va venir ici, dans valeur proche, je vais vous dire quelque chose, mettez toujours faux parce que vrai, ça veut dire quelque chose. Mais on va commencer par faux. Ça prend deux valeurs. Ça va prendre la valeur vraie si on veut qu'il fasse la recherche par ordre croissant, ce qu'on ne veut pas, ou bien la valeur exacte, c'est-à-dire qu'il faut chercher Jean-Louis Roy, la valeur exacte de Jean-Louis Roy dans l'autre table, dans la table N3. Donc ici, on va mettre faux. Donc, la colonne valeur proche prend par défaut, il est à vrai. Donc, il faudrait le mettre donc à faux. C'est ça, on dit vrai ou omis. Mais si on veut la valeur correspondant exacte, on va le mettre à faux. Okay? Donc, vous allez voir donc que ici, quand on ne l'avait pas mis à faux, le résultat qu'il nous proposait, c'était Caroline Lefebvre, parce qu'il avait fait un calcul ascendant, mais je vais revenir là-dessus plus tard. On va mettre faux. Mettez juste dans la tête qu'au niveau de la valeur proche, on met toujours faux. Donc, si je fais cela, ce qu'il va me faire, c'est qu'il va aller me chercher Jean-Louis Roy dans la table de l'année passée et il va me ressortir le nom. Que la valeur de Jean-Louis Roy soit exactement écrite de la même manière, que je veux vraiment la même valeur que ce que j'ai dans ma table référence. Je fais OK. Donc, j'ai Jean-Louis Roy. OK. Maintenant, il y a un petit truc qu'on peut faire. On va dire qu'on va tirer la fonction, mais
c'est dangereux de tirer la fonction. Je vais vous montrer pourquoi. Quand vous tirez la fonction, vous voyez ici, cette référence-là de A1, A1, à D4, je ne vais pas vous confondre, je vais aller tout doucement. Donc ici, ça me sort Jean-Louis Roy. Donc Jean-Louis Roy fait partie donc de la liste de l'année passée. Donc si je veux, je vais faire quelque chose rapidement ici, mais que je vais vous expliquer un peu plus tard. Donc je vais figer la plage de données. Je vais figer la plage de données. Voilà. Je vais vous expliquer après pourquoi. Voilà, on fait comme ça. Donc, vous voyez qu'au fait, il ne trouve pas ces personnes-là dans la liste. Mais toutes ces personnes-là, il les retrouve. Maintenant, supposons que, bon, je vais aller dans ma feuille, je vais enlever Jean-Louis Roy. Vous allez voir, il ne trouve plus Jean-Louis Roy. Ça veut dire que lorsqu'il va faire la recherche de Jean-Louis Roy, dans l'autre tableau, il ne le trouve pas. Et ici, qu'est-ce qu'il fait dans cette partie-là? Il va chercher Karima Navarro, donc il va chercher A3 dans la table, donc la table qui est la table de référence, donc N qui est ici. Il va chercher dans la table N3, Karim Roy, et il va chercher la première colonne. OK? Parfait. Maintenant, je veux faire quelque chose. Au lieu de sortir le nom, supposons que ici, je n'ai pas l'adresse email. OK? Je n'ai pas l'adresse email, mais je l'avais dans le fichier de l'année passée. Cette année, on me donne juste le nom. On me dit, est-ce que tu peux aller chercher l'adresse email que les clients avaient l'année passée? Donc, ici, l'adresse email se trouve dans la colonne 3. Donc, 1, 2, 3. Donc, ce que je vais faire dans ma fonction recherche V, je vais cliquer ici. Je vais chercher toujours dans la même, la même table ici. Je veux, lorsque le nom est retrouvé ici, il va chercher dans la première colonne, je veux ressortir la colonne 3. Donc, ici, dans le numéro de colonne, je vais changer ici en 3. Donc, je fais OK. Ici, il ne trouve rien parce qu'on a enlevé Jean-Louis Roy. Mais si on clique, on copie la formule, il retrouve le courriel. Donc, on est dans l'année N. Il est capable d'aller récupérer le courriel qui est dans la colonne 3 ici pour nous le ramener dans la feuille, dans le fichier de cette année. Donc, en fait, la recherche veut, au fait, sa fonctionnalité principale, c'est que je compare deux fichiers. Je vais aller chercher si l'information se trouve dans le fichier de référence. Et si ça se trouve dans le fichier de référence, je vais sortir une colonne. Donc, dans le fichier de référence, la première colonne doit être la colonne dans laquelle on cherche l'information. Et ce sera l'index 1, la colonne index 1. Donc, si je veux faire l'indexation ici, ça, ce sera la colonne index 1. Ça, ce sera la colonne index 2. Ça, c'est la colonne index 3. Ça sera la colonne index 4, par exemple. OK? Donc, c'est un peu à ça que ça sert. Donc, j'ai un cas, au fait, ici, que je voulais qu'on regarde ensemble. On a, par exemple, ici, les mêmes employés qui ont été recrutés à un moment donné et qui étaient au départ dans un département. Mais entre-temps, avec l'évolution, ils ont changé. Par exemple, on voit Jean-Louis Roy, il était dans le département de planification. Maintenant, il est passé dans le département finance. C'est son département actuel. OK? Donc, c'est son département actuel. Maintenant, on veut faire un petit tableau pour aller chercher c'était quoi son département au départ. Donc, le département au départ se trouve dans une base de données RH des recrutements. Quand on l'a recruté, c'était ça la date de départ. Donc, on peut ici aller mettre la recherche V. OK? On va chercher Jean-Louis Roy dans le fichier de départ et on va faire sortir la colonne 4, qui est le département de départ. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, comment est-ce que je fais ça?
vous allez voir la fonction un peu comme tout à l'heure. Donc ici, je cherche A2, donc Jean-Louis Roy. Je vais chercher dans la table source qui est ici, la table qui contient l'information avec la date de recrutement. Et après, je mets la colonne 4 parce que c'est la colonne 4 que je cherche comme information. Donc, je mets la colonne 4 et après, je mets faux pour la valeur proche. Ça va me donner donc Jean-Louis Roy. Il vient du département planification. Donc là, je peux tirer ma fonction. Je ne sais pas, là, je n'ai pas figé, mais je vais vous montrer pourquoi est-ce que je figeais tantôt. Mais donc, après, on peut faire des tests. Est-ce qu'il a changé de fonction ou pas? Si planification est différente de finance, oui, il a changé de fonction. Sinon, par exemple, des gens qui n'ont pas changé de fonction, par exemple, lui, n'ont pas changé de département, Sylvie, Petit-Jean. Donc, ça permet, je ne sais pas si c'est clair, mais ça permet d'aller faire des recherches dans d'autres fichiers, des informations, c'est de comparer deux fichiers. Je ne sais pas si c'est clair. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette fonction-là? Ou je pense que vous avez besoin de pratiquer. J'ai des exercices dans l'étape 2. Est-ce que quelqu'un a des questions avant que je vous explique un peu l'histoire de figer la colonne? Marin? Non, pas de mon côté. Non, pas pour l'instant. Marin, Michel, c'est compris pour la... Ok, la RV. Michel me dit qu'elle a compris. C'est bon. Marin, toujours là avec nous? Oui, il est là. Mais oui, il n'est pas là. Ou bien, une bonne pratique pour ne pas se casser la tête avec les dollars, c'est que je renomme cette plage-là. Je dis, ça, c'est ma source. C'est ce que moi, je fais. Je renomme la source référence, je renomme toute la page. Je dis, ça s'appelle source. On l'avait vu au premier cours. Donc, si vous voyez ici, vous cherchez source, c'est cette partie-là qui s'appelle source. Donc, dans votre formule recherche V, au lieu de mettre le nom des colonnes, vous allez juste mettre ici source. Si vous mettez source, automatiquement, il sait à quoi ça renvoie. Donc, source, tac, il récupère. Ici, il garde source. Ici, il garde source. Ici, il garde source. Ici, il garde source. Donc, recherche V, pour récapituler, la première des choses, c'est que dans ma table d'origine, je m'assure que la colonne que je cherche est à la première colonne, la colonne où je fais la recherche. Je renomme ma table de référence, la table où je veux faire la recherche, je la renomme. Je donne un nom ici à la table de référence. Et ici, quand je viens faire ma recherche V, quand je fais ma fonction recherche V, je dis recherche V, je cherche donc dans ma table actuelle cette donnée. Et dans la matrice, je vais mettre ma table de référence, le nom de ma table de référence, qui est source que j'ai renommée. Je veux quelle colonne? Je veux la colonne 4 ou la colonne 3 qui est l'adresse email. Je veux la valeur proche à faux. OK? Et je fais OK. Là, c'est sûr, Jean-Louis, on ne l'a pas, mais pour les autres, on les a. Donc, ça fait un peu cette recherche-là. Je sais que ce n'est pas clair, mais quand je vous disais, en fait, vous avez cette possibilité ici d'aller dans l'aide de fonction. Et dans l'aide de fonction, vous avez un cas concret. Et vous allez pouvoir, comme tranquillement, la prise en main est assez facile. Vous allez regarder c'est quoi étape par étape pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Mais c'est une fonction que beaucoup de personnes ont beaucoup de mal à vite comprendre. Mais à force de pratiquer, faire des cas, etc., je pense que ça fait... ouais, Michel dit qu'elle est mélangée avec cette histoire de figer les colonnes. C'est bon, c'est bon. Mais écoute, je vais préparer des exemples pour la prochaine fois pour que ça soit plus simple pour figer des colonnes. Mais je vais te dire que pour simplifier, au lieu d'utiliser le fait de figer des colonnes, etc., renomme juste ta table de source. Renomme la table de source
oublie l'histoire de figer, renomme la table de source et lorsque tu veux mettre ta fonction recherche V, au niveau de la matrice, mets le nom de la table de source. Exact. Donc, ce serait plus simple et j'ai un exercice. Je vais voir dans mes exercices, étape 2. J'ai un exercice que j'ai mis dans le fichier. Si vous avez le temps de le faire, c'est la facture. C'est dans étape 2. Étape 3 plutôt. Voilà, c'est la facture. En fait, si vous voulez vous pratiquer un peu, c'est avec l'exercice de la facture. L'exercice de la facture, c'est quoi? C'est que dans cet exercice-là, on veut faire une facture qui ressemble un peu à ça. Et c'est quoi le truc qui est assez intéressant? C'est que ici, on veut pouvoir remplir certains champs automatiquement. C'est-à-dire que si je mets le nom du client ici, je veux récupérer l'adresse, le code postal et la ville automatiquement de cette table-là. Donc, si je mets Guillon ici, je veux avoir dans cette colonne 2 rue Pavel. Je veux voir dans cette colonne le code postal. Je veux voir dans cette colonne la ville. Donc, si je change de nom ici, automatiquement, l'adresse et les informations vont changer, vont récupérer les données. Si je mets Millet ici, l'adresse va être Millet, le code postal va être le code postal 36 000 et la ville sera Dole. On va faire la même chose ici aussi pour les codes. Donc, ici, on a des produits qu'on a vendus. Donc, si je mets le code 1 ici, donc toutes les parties où c'est en bleu, il faudrait mettre des fonctions là-bas. Donc, ici, si je mets le code 1, je veux dans cette table récupérer sac à dos dans la désignation. Et le prix unitaire, je veux le récupérer. Quand je mets 1, je veux le prix unitaire ici, automatiquement. OK? Et quand je vais mettre la quantité, on va multiplier le prix unitaire par la quantité pour avoir le montant total. Donc, je veux automatiser cette facture-là pour que lorsque je veux faire une facture, et pareil pour les remises, etc., on va chercher ici dans les taux de remise. Si le montant est de 100 $, etc., on va chercher. Donc, si vous pouvez faire la partie juste en haut de l'adresse et du code postal avec la recherche V, je pense que ça va beaucoup vous aider et vous allez peut-être comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc, c'est de dire que je fais une recherche V du nom que je vais mettre ici. Donc, par exemple, si je mets Guilon, ici, je veux ici faire, donc je vais nommer déjà ma plage. Donc, cette plage-là, je vais le nommer, c'est adresse. OK, je vais mettre comme ça, adresse. Donc, ça, c'est adresse. Ça, c'est produit. OK, c'est ma table produit. Donc, je fais entrée. Quand je nomme, je fais entrée. Donc, si je viens ici, je fais adresse. C'est ça, adresse. Si je viens ici, je fais produit. C'est ça, produit. Et là, je vais nommer cette page taux. OK. Je le fais sur la même feuille, mais ça peut être dans d'autres fichiers. Ça peut être dans un autre fichier. Donc, je le fais ici pour que ça soit simple à voir. Donc, j'ai adresse, j'ai produit, j'ai taux. OK? Donc, la première des choses, c'est que ici, je veux faire une recherche V, recherche verticale. Donc, recherche V. Je veux rechercher quoi? Je veux rechercher le nom qui est ici, qui va être tapé ici, Guilon. Donc, je vais ouvrir ma fonction. J'aime toujours ouvrir la fonction. Je veux chercher Guilon, ici. Dans quelle table? Dans la table adresse. Donc, automatiquement, quand je mets adresse, il sait que c'est cette partie-là. OK? Adresse. Je veux quelle colonne dans la adresse? Je veux adresse. Donc, adresse, c'est la colonne 2. Donc, je prends la colonne 2. Et comme je vous ai dit, il faut mettre ici faux. OK? Donc, vous voyez, automatiquement, il me sort rue Pavel, qui est l'adresse de Guillaume. Je fais OK. Parfait. On va faire la même chose pour le code postal, qui est la colonne 3. Maintenant, supposons que ici, je vais mettre Millet, comme tantôt. Je vais mettre ici Millet au niveau du nom. Automatiquement, il me met 200 routes des chaînes parce qu'il va mettre la fonction recherche V. Il va aller chercher la deuxième colonne. Automatiquement, il va sortir. Donc, si je veux chercher le zoo ici,
automatiquement, il va me chercher 85 avenue des Bastions. Donc, si vous faites la même formule pour le code postal et pour la ville, ça va donner la même chose. Donc, ici, on va faire la même chose. On cherche le sac à dos. Donc, c'est le code 1. Donc, pareil, ici, on va cliquer fonction. On veut la recherche V. Qu'est-ce qu'on veut chercher? On veut chercher le code 1. Dans quelle matrice? On veut le chercher dans la matrice produit. Si je tape produit ici, il sait automatiquement que c'est cette partie qui s'appelle produit. Qu'est-ce que je veux? Je veux la désignation. La désignation se trouve dans la colonne, dans la matrice ici, se trouve dans la colonne 2. Je mets 2 et je fais faux à la fin. Donc, automatiquement, le code 1, c'est quoi? Le code 1, c'est sac à dos. Donc, ici, si je mets le code 3, okay, c'est t-shirt technique. Si je mets le code 4, ici, c'est 2 après. Donc, en fait, vous avez le format de la facture qu'on veut représenter qui est ici dans l'exercice. Donc, en fait, automatiquement, il va aller chercher l'information. Maintenant, si je veux aller chercher le prix unitaire, donc je vais aller chercher la colonne 3. C'est la même fonction, mais au lieu de mettre l'index ici à 2, je vais mettre l'index à 3 parce que je veux la troisième information. Donc, le prix est de 50 $ pour les sacs à dos. Et je peux copier ma fonction ici automatiquement. C'est 30 $ pour les t-shirts, c'est 25 $. Donc, j'ai une facture qui est à peu près automatisée. C'est un peu ça ce qu'il faut faire aussi pour les taxes. Aller récupérer en fonction du montant les taxes. Ça va être un peu plus complexe pour vous, mais je vous laisse le challenge pour le faire. Donc, si vous avez le temps de pouvoir faire les exercices, on n'a pas le temps aujourd'hui. Oui, vas-y. Est-ce qu'aussi on peut demander à ce qu'à chaque fois que je vais dans la facture et que je mette un autre nom, par exemple, au lieu de l'ESO, que je mette Millet, crée-moi la facture dans un autre onglet. Alors là, tu serais obligé, c'est possible de le faire, mais pas avec juste la fonction recherche. Ah, ok. Ça, on va plus dans les macros. Dans les macros, ok, ça marche. On va automatiser, mais c'est possible. Okay. C'est vraiment possible parce qu'on va prendre le fichier vide comme étant le fichier modèle. On va prendre la facture comme étant la facture modèle. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une macro. Et dans macro, il y a la fonction recherche V qui s'appelle VLOOKUP. Donc, on va utiliser la fonction VLOOKUP. On va dire VLOOKUP va chercher dans une table et sort-moi les mêmes fonctions qu'on a dans Excel avec les si, les sommes, etc. On a les mêmes fonctions dans VBA. Donc, en fait, on va te dire, génère-moi un onglet, un nouvel onglet et remplis avec l'information de ta. Donc, tu mets juste le nom et puis là, il te remplit juste les informations. Ok, parfait. Donc, on va arriver jusque-là dans VBA. Tu vas voir que ce n'est pas compliqué. Mais en fait, c'est déjà de comprendre où aller chercher l'information. Moi, c'est ce que je veux travailler. C'est plus où est-ce que je vais chercher l'information quand je suis bloqué. Comment est-ce que moi-même, je peux aller creuser quand je suis bloqué, quand je n'arrive pas pour pouvoir avoir l'information. Tu vois, c'est plus ça. Donc, tu vas voir qu'une fois qu'on sera dans une fonction VBA, on va voir comment dupliquer un onglet et comment aller chercher l'information dans un autre onglet. Un peu comme lier des feuilles, tu vas voir, ça va être facile pour toi de comprendre. Mais c'est possible, c'est possible. Merci. Je ne sais pas si il y a des questions. Est-ce que recherche V, ça va un peu? Pour Aélé, pour Michel, pour oublier l'histoire de figer, Michel. Oublier l'histoire de figer les colonnes. Ça, je sais, je vais trouver un exercice la semaine prochaine pour mieux expliquer. Mais est-ce que ça va mieux pour vous? Ça va mieux avec l'exemple, oui. L'exemple de la facture. Hein? Oui. OK. Donc, si au pire des cas, vous voyez que ce n'est pas clair, vous avez la vidéo que je vais envoyer ce soir. À la fin, bon, vous pouvez aller voir la partie recherche. Je vais tout tranquillement regarder la vidéo tranquillement. Et puis, faites l'exercice de la facture. Ça va vous donner une bonne idée. Et puis, je vais aussi envoyer au fait notre exercice ici pour pouvoir récupérer les départements d'origine et le département de base. Je vais laisser la fonction pour la première ligne et puis vous allez vous pratiquer avec les autres lignes.
Donc, c'est un peu ça ce que je voulais montrer aujourd'hui. Je voulais vraiment, si je retourne sur mon sommaire, il est où mon sommaire? Voilà. Donc, c'était un peu ça. Donc, on n'a pas eu le temps de voir les graphiques et les tableaux croisés dynamiques. Donc, c'est dommage, mais bon, on aura le temps de les regarder rapidement la semaine prochaine. Mais je voulais vraiment passer du temps sur cette fonction parce que je vous assure, cette fonction m'a dépanné dans beaucoup de projets. Donc, franchement, je vous demanderai de l'approfondir, de le comprendre. Et puis, mon objectif, c'était de voir aussi les validations. On n'a pas eu le temps de les voir, mais je pense que la semaine prochaine, on peut comme aller rapidement avec les validations et les graphiques. Ce que je recommande vraiment, c'est de faire les exercices parce qu'on n'a pas le temps de les faire. De les faire et puis de me les envoyer. S'il y a des exercices que vous ne comprenez pas, envoyez-moi par vos corrections, envoyez-moi ça par courriel. Et puis, au cours de la semaine, et puis moi, je pourrais valider si c'est correct ou pas. Et à la fin de l'atelier, je vais fournir les corrections de tous les exercices. Donc, j'ai les corrections de tous les exercices que je vais vous fournir à la fin de l'atelier. Mais si vous pouvez faire l'exercice pendant la semaine de étape 2, étape 3, parce qu'il y a des choses dans étape 3 que vous pouvez déjà faire, même les graphiques. Vous pouvez déjà vous essayer au graphique et puis au tableau croisé dynamique que j'ai mis ici. Comme ça va faire que la semaine prochaine, on va pouvoir aller plus rapidement. Donc, étape 2, étape 3, pendant la semaine, si vous avez 1 heure, 2 heures, de pouvoir passer à travers dans le Google Drive, ça serait super intéressant. Je ne sais pas si vous avez des questions, vous avez des commentaires. Marin, finalement, il est assez silencieux à la fin du truc. Est-ce que ça va, Marin? Quand tu es silencieux, ça m'inquiète un peu. Allô, Marin? On ne t'entend pas. Est-ce que tu parles? J'ai l'impression qu'il parle. Il parle. Ton micro est fermé, Marin. Ou bien Michel m'a répondu, il m'a dit oui. Il y a un peu de bruit autour de lui, c'est pour ça que... Ouais, il dit il y a un peu de bruit autour de moi. Ok, parfait. Donc, bon, ok, c'est parfait. Donc, c'est un peu ça, en fait. Donc, la semaine prochaine, si vous pouvez faire les exercices de l'étape 2, étape 3, ça va faire qu'on va vite rentrer dans les macros rapidement. Si on peut commencer les macros la semaine prochaine, on peut faire l'introduction des macros la semaine prochaine, ce serait intéressant. Et juste, faites l'exercice et puis envoyez-moi vos réponses et puis je vais les corriger au cours de la semaine. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires, on a encore dépassé le temps imparti. Même pour moi, c'est plus que les choses, de passer l'information plus que le temps, en fait. Donc, si vous prenez le temps aussi d'être là, moi, je veux prendre le temps aussi pour vraiment partager avec vous. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires sur ce qu'on a vu, les listes, les tableaux, les fonctions, les groupages, etc. On peut prendre 5 minutes si vous avez des questions. Moi, personnellement, je n'en ai pas. Mais Marie a une question. Ok, Vincent n'a pas de question. Aïlé, ça va? Moi non plus, j'en ai pas. C'est clair. Ok, Michel, Marin. Marin, vas-y, pose ta question. Michel, est-ce que tu as une question? Michel Claire. Ok, parfait. C'est bon, Michel. Marin, on attend ta question. Ça fait plaisir, Michel. Je suis content que tu as bravé après tes cours et puis après une longue journée que tu t'es connecté. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Et je suis là. Si tu as des questions, si tu as des choses que tu ne comprends pas au cours de la semaine, tu peux me faire signe. Je suis dispo, même pour vous tous, si vous avez des questions par rapport à des choses. Pour la facture automatisée, c'est comment on conçoit le modèle. Comment conçoit le modèle. Au fait, dans l'exercice étape 3, Marin, quand tu vas dans Google Drive,
tu vas voir que j'ai un onglet qui s'appelle facture. Donc, le modèle est déjà là. Le modèle est déjà là. Donc, il faut juste maintenant appliquer la formule pour pouvoir avoir ce résultat-là. Le résultat est ici en image. Donc, c'est dans l'exercice de l'étape 3, au niveau du troisième onglet qui s'appelle facture. Attends, j'étais en train de partager l'écran, mais tu ne voyais pas. Ici, dans l'exercice dans Google Drive, étape 3, dans le fichier étape 3, tu as l'onglet ici qui s'appelle facture. Donc, le modèle est déjà là. Le modèle est déjà là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de mettre des formules dans les parties qui sont bleues. Il faut mettre des formules dans les parties qui sont bleues pour pouvoir avoir ce résultat-là. Donc, cette partie-là qui est bleue, cette partie qui est bleue, cette partie qui est bleue, celle-là, celle-là. Donc, dans ces 5 sections, il faut mettre des formules pour pouvoir obtenir ce résultat-là. Donc, c'est comme ça que c'est ce que j'attends en fait pour cet exercice-là. Est-ce que c'est clair? OK, il dit que c'est clair. Donc, c'est ça. Donc, Marin, si vous pouvez faire l'exercice de l'étape 1, de l'étape 2, me l'envoyer par courriel, par email. Je vais le corriger et puis je vais répondre à tout un chacun. Et à la fin des ateliers, on va avoir la correction de tous les exercices que je vais vous envoyer par email. Je les ai déjà faits, donc j'ai les corrections. C'est juste, je vais vous laisser pratiquer aussi pour voir. OK, ben, s'il n'y a pas de questions, ben, merci beaucoup pour votre disponibilité d'avoir pris votre samedi pour le passer avec moi. Donc, je vais vous laisser la soirée et l'après-midi pour certaines personnes. Merci à vous et puis on tient bon, hein. Tenez bon. Il y a beaucoup de bonnes choses qui s'en viennent. Pratiquer les filtres avancés, pratiquer. C'est vraiment la pratique. Parce qu'on oublie vite quand on ne pratique pas. Pratiquer dans votre travail, dans vos projets. Aller découvrir le menu d'aide, etc. Et puis, on aura le temps de continuer d'avancer aussi. Et aussi, j'aimerais partager, avant de terminer, quelque chose avec vous, la page LinkedIn. Je ne sais pas si vous avez tous des profils LinkedIn. Donc, on a une page LinkedIn avec des publications on fait donc, chaque jour pour pouvoir pratiquer. Donc, ici, si vous voyez, donc ici, par exemple, aujourd'hui, il y a la fonction SOMSI qui est en vedette. On poste aussi des stages en Afrique sur cette page-là. Donc, vous pouvez aller regarder s'il y a des stages en Côte d'Ivoire, au Togo, au Sénégal, même à Montréal, si jamais on a des étudiants de Montréal aussi. Et il y a une formation aussi, il y a des formations qu'on poste aussi en ligne, donc des gens qui sont pas BI, il y en a qui sont gratuits, donc vous pouvez aller regarder, vous abonner à la page et puis suivre les trucs. Et puis c'est intéressant parce que chaque jour, on essaie de mettre en vedette des fonctions avec des cas précis pour pratiquer. Donc là, c'est la fonction SOMSI ensemble. Et puis bon, pour vous dire aussi, il faut dire que LinkedIn, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de réseautage qui se fait. Et si vous avez le temps aussi, je vous dirais de vous abonner aussi au LinkedIn de mon ami Kojo English qui fait de l'anglais pour les gens. Si vous n'êtes pas encore abonné, gratuitement, il fait des cours d'anglais avec l'accent. Il est aux États-Unis, à New York, pour des gens qui ont besoin d'améliorer leur anglais et parler comme des Américains. C'est très, très bon. Il fait de belles publications. Donc, vous pouvez aller regarder aussi ces publications sur LinkedIn. Vous pouvez vous abonner à sa page. C'est super intéressant. C'est gratuit. Ça vous permet de pratiquer l'anglais au jour le jour. Donc, voilà. Sur ce, je vous souhaite une superbe journée. Et puis, on se tient au courant la semaine prochaine. Merci beaucoup, Marin. Merci, Michel, Aélé. Vous ferez coucou aux autres. Je vais envoyer un courriel avec la vidéo. C'est bon? Très, très bonne journée à vous. C'est bon. Merci à tout le monde. Merci. Bonne journée. Bonne présentation. Merci beaucoup. Je vous en prie.